Bonsoir, bienvenue à Café Noir, l'émission d'Avatar Édition qui porte pour vous un autre regard sur le monde. Je suis Gilbert Daoued des éditions Avatar et ce soir avec André Archambault, auteur et analyste de géopolitique, nous lançons une nouvelle rubrique, Cadavre et ski. Et nous avons intitulé notre tour de table Cadavre et ski, un Fauci-gate. André, avant qu'on commence l'émission en elle-même, tu peux nous expliquer le titre ou le pourquoi de ce titre, Cadavre et ski? Oui, effectivement, merci beaucoup Gilbert. En réalité, ce que nous avons l'intention de faire, je pense, c'est de voir les cadavres qui remontent à la surface. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde effectivement de répression d'un certain nombre d'idées ou d'informations, mais malgré tout, comme tous les cadavres, la vérité peut remonter à la surface progressivement. Et c'est assez vrai, notamment dans le cadre de la vie politique américaine, qui a quand même fait depuis 4 ans l'objet d'une censure violente dans toute une série de domaines, que ce soit les domaines sanitaires ou les domaines politiques. Alors donc, c'est un petit jeu de mots par rapport à l'expression italienne cadavres exquis qui avait été innové du temps de la mafia. Nous n'en sommes pas à la mafia, bien sûr, ici, c'est plus une image. Alors, justement, rentrant dans le sujet sanitaire, et je voudrais déjà imaginer avec nos auditeurs, mais imaginons qu'il y ait des scientifiques obsédés par le développement de virus surpuissants manipulés, que ces scientifiques américains financent un laboratoire en Chine parce que le président Obama a interdit de financer avec l'argent du gouvernement de la recherche sur les Frankenvirus, c'est-à-dire les virus Frankenstein, sur le territoire des États-Unis parce qu'ils considèrent que c'est dangereux. Imaginons que dans un de ces laboratoires chinois, qui a donc été le fruit d'une sous-traitance plus ou moins cachée, ou en tout cas suffisamment cachée ou masquée, qu'il y ait un Tchernobyl biologique possible. Je ne dis pas qu'il est certain, mais qu'il est possible. Et qu'il résulte de tout ceci une panique, que ce soit en Chine au début de la pandémie, que ce soit aux États-Unis, dans la caste bureaucratique qui a défendu depuis toujours cette recherche sur les virus surpuissants modifiés. Et donc, à ce moment-là, imaginons que ces bureaucrates organisent une histoire, une narration à présenter au grand public pour éviter de lui faire peur, d'une part, mais aussi pour se couvrir soi-même, tant vis-à-vis de l'administration Obama ou l'ancienne administration Obama que tout simplement des médias d'aujourd'hui ou du futur. Et donc, cette histoire se lance, on la connaît, le virus est naturel, ceux qui pensent qu'il a été trafiqué sont immédiatement des complotistes, c'est une maladie très grave, il faut effectivement, comment dirais-je, mettre en place des mesures sanitaires drastiques, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, l'histoire de base, finalement, a été que le virus était naturel et qu'il fallait vite découvrir un antidote à ce virus naturel qui était le vaccin. Et que donc, les gens, du coup, ont vécu dans une certaine crainte. Parce que quand un virus est trafiqué, en général, on a déjà l'antidote tout près. Et donc, il y a eu cette espèce de panique. Et pour mettre en place cette narration nouvelle, on met tout le monde sur le pont. Les amis dans les médias généraux, les amis dans les médias numériques, les amis dans les médias scientifiques, pour bâtir une histoire qui permette ensuite de bloquer les Trumpistes, Donald Trump lui-même, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec cette hypothèse de virus naturel. André, juste pour notre public européen, qui est Fauci? Parce qu'on a appelé ça Oui. le Fauci Gate. Et pourquoi cette histoire vient de ressortir? Parce qu'elle vient de ressortir même aux États-Unis. Alors, j'arrivais donc jusqu'à la fin de cette imagination, de cet imaginaire. Et donc, derrière cet imaginaire, derrière cette histoire, donc, il y a Fauci. Fauci et son réseau. Alors, M. Fauci, c'est un fonctionnaire, d'ailleurs le fonctionnaire le mieux payé de l'administration fédérale aux États-Unis. Il gagne 400 000 dollars, ce qui pour un fonctionnaire est un prix très élevé. Et c'est une star.
Et en tout cas, il a été haut responsable dans les différents services de santé et il a essentiellement euh, créé un réseau monumental, international, scientifique, autour du sida à l'origine et puis autour du SARS, du MERS et de toutes ces axes de recherche. C'est un monsieur fort sympathique d'apparence, qui a l'air très sérieux. Quand il a commencé à intervenir, on était particulièrement impressionné par sa façon calme de présenter les choses. Et il est donc très protégé, il a toujours été très protégé par les médias. Il a été l'anti-Trump dans l'imaginaire collectif pendant toute l'année 2020, en ce sens que Trump était présenté par les médias comme un fou, un nutcase, comme on dit en américain, et lui, c'était l'homme de la raison, l'homme posé, qui disait la vérité, alors que Trump racontait des mensonges. C'est grosso modo le différentiel qui a été présenté aux médias. Malgré que Trump était son boss. Ah oui, alors Trump était le boss de rien du tout. Que la réalité était, et depuis le début d'ailleurs, Trump a été le boss de rien du tout aux États-Unis, à part d'une vingtaine de personnes proches de lui à la Maison-Blanche et de quelques alliés qui se sont créés petit à petit dans les nouveaux républicains. Mais fondamentalement, Trump a sous-estimé l'effet bureaucratique et il n'a pas pu contrôler cette bureaucratie. Il est tombé dans le piège. Il n'aurait jamais dû apparaître tous les jours à la télé à côté de Fauci en ayant l'air de s'ennuyer, alors que Fauci donnait une impression de calme, de sérieux, de pondération. Cependant que sur CNN, le copain de Fauci, le gouverneur de New York, Cuomo, lui présentait la même version politique d'une façon de gérer la pandémie de façon responsable et rationnelle. Ils sont très proches l'un de l'autre d'ailleurs, hein. C'est ça qui est intéressant. Et c'est peut-être aussi d'une question, et l'un et l'autre ont des problèmes en ce moment de scandale ou de quasi-scandale. Et même Cuomo, c'est plus grave parce qu'il semblerait qu'il ait maintenant des enquêtes aux criminels sur ses agissements dans la gestion de la pandémie parce qu'il aurait maquillé des statistiques sur les morts dans les maisons de retraite. J'ai dit il semblerait, soyons clairs. Et donc, parce qu'il était en train de lancer un livre. Bon, alors on ne saura jamais ce qui s'est passé, mais quand il a fait tout ça, c'était au moment où la nomination au Parti démocrate qui a eu lieu au début de l'été n'était pas encore effective. Et peut-être qu'il espérait ou qu'il cajolait un petit peu l'espoir par un tour de passe-passe, ayant brillamment réussi à se présenter comme un bon gestionnaire grâce à une agence de consultation internationale, il aurait peut-être pu jouer un rôle politique au cas où Biden se serait effondré, parce que au moment de la pandémie, Biden, on ne le voyait pas. Il était dans les sous-sols de son appartement, de sa maison, et il apparaissait pas. C'est pas lui qui faisait campagne. Donc on peut imaginer ça. Mais pourquoi ça revient aujourd'hui? On en reparlera peut-être à la fin, parce que fondamentalement, ça vient pas de la droite, ça ne vient pas des républicains, toute cette affaire. Et quelle est l'affaire exactement? Alors, il y a d'abord eu des fissures dans les histoires sanitaires américaines pilotées par Fauci. Il y a d'abord eu une première affaire du Lancet l'année dernière, qui a été celle de l'hydroxychloroquine. Comme vous le savez, ou comme nous le savons, il y a eu effectivement une publication dans le Lancet d'une étude rétrospective qui essentiellement tendait à prouver que l'hydroxychloroquine était un produit non efficace et dangereux. Et le Lancet, quelques mois après, s'est rétracté parce qu'à la suite de protestations de différents scientifiques, ceux qui avaient fait l'étude n'ont pas voulu donner les informations justificatives. Et donc, à partir de là, il y a eu rétractation totale. Ça a été un raté monumental. Donc, c'est quand même, ça faisait un peu tâche dans le décor. Mais bon, l'hydroxychloroquine, ça n'intéressait pas beaucoup de monde à l'époque. Il y a eu ensuite un article, là c'est plus important, du BMJ, British Medical Journal, du mois d'octobre 2020, qui a mis les pendules à l'heure sur la mortalité de la maladie. C'est-à-dire que maintenant, quand tout le monde parle de la mortalité ou de la létalité, plus exactement, tout le monde considère effectivement qu'au-dessus de 70 ans, c'est grave. Au-dessous de 70 ans, c'est équivalent à la grippe. Donc, ça change complètement les normes et les règles.
Ça peut avoir des prolongements même sur le fait ou pas s'il faut vacciner ou pas, mais je ne rentre pas là-dedans parce que c'est un article, c'est une étude, ils ont défendu leur affaire. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais ça veut dire qu'il y a une interprétation qui vient dans ce... Donc c'est une correction. Et puis il y a aussi quand même des corrections live sur le terrain de la stratégie de confinement, de ségrégation. Ça a été finalement comment dirais la dissidence du Texas, de la Floride, du Dakota du Sud et bien d'autres États qui, eux, n'ont pas respecté la règle du jeu, de l'histoire officielle, maladie grave, on va tous mourir, et qui au contraire ont joué la carte de l'immunisation collective le plus vite possible en réouvrant l'économie de façon d'ailleurs raisonnable et raisonnée. Mais j'en viens maintenant à la crise elle-même qui fait ressurgir les cadavres. Et c'est quand même assez intéressant, ça date de mai-juin de cette année, et les coups viennent du camp démocrate. Parce que essentiellement, ça a démarré avec deux choses. Premièrement, il y a eu CNN, BuzzFeed et le Washington Post qui ont demandé au titre de la liberté d'information, parce qu'en Amérique, n'importe qui peut demander des documents qui arrivent caviardés, mais ils arrivent. Le Information Freedom Act. Oui, absolument. Plusieurs milliers de pages qui sont sorties. Et donc, là, c'est venu d'amis de Fauci. Alors, est-ce que c'est parce qu'il voulait créer une belle histoire sur la vie de Fauci au moment où il allait sortir un livre, lui aussi, comme Cuomo, et donc alimenter combien c'était une personne extraordinaire. L'idée selon laquelle il était extraordinaire, c'est possible, sauf que le diable est dans le détail et dans les affractuosités et dans les couches des milliers de pages, il y a un certain nombre de choses troublantes. Mais je vais y revenir dans une petite seconde. Et il y a eu aussi, le 3 juin, un article de Vanity Fair, et je dois dire que Vanity Fair, ce n'est pas un journal pro-Trump ou pro-républicain, c'est un site Internet qui a martyrisé, si j'ose dire, la réputation de Trump pendant 4 ans, qui a été très hostile à Trump et qui est toujours très hostile à Trump. Néanmoins, ils ont étudié, si j'ose dire, à fond le dossier. Excuse-moi, mais Vanity Fair, à l'origine, c'est un journal féminin, c'est un L américain. Oui, c'est une sorte de L américain, mais qui a quand même fait beaucoup de choses, parce que comme Trump était très people, très média, ils l'ont allumé en permanence, quoi. Voilà, Mais alors c'est elle, mais effectivement, bon, ils se sont un petit peu généralisés maintenant. Et bon, en fait, je ne vais pas rester sur la longueur de l'article qui est très long, mais fondamentalement, d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ignorais ce détail moi-même. Il commence en Nouvelle-Zélande avec un Français qui travaille avec ses équipes scientifiques en France, qui s'appelle Gilles de Maneuf, et qui est un spécialiste des fuites de laboratoire, c'est-à-dire les virus qui s'échappent des laboratoires, qui a étudié ça internationalement. C'est un type qui, par ailleurs, est un sujet du syndrome Asperger ou Asperger, et qui disait d'ailleurs, donc j'étais bien équipé pour faire les rapprochements que les autres ne pouvaient pas faire, et il y avait des choses qui clochaient dans cette narration du virus qui a été naturelle et qui est passée de la chauve-souris à un pangolin ou à autre chose, ensuite à l'homme. Il y avait des choses bizarres. Alors, il avait créé comme ça un mouvement qui s'appelle Drastic, ça se trouve sur Internet. Alors, ce qui est certain dans cet article, ce qu'il faut ressortir, comme d'ailleurs dans les emails, il faut ressortir essentiellement le fait que personne ne veut agiter trop la boue. Parce que la réalité, c'est que les bureaucrates ne veulent pas parler de thèses de virus manipulés pour la bonne raison qu'ils ont eux-mêmes fait partie du financement d'un certain nombre de travaux à Wuhan. Et donc, ça veut dire que c'est une boîte de Pandore qui peut s'ouvrir si on commence à attaquer la Chine sur le sujet, comme faisait Trump, c'est pour ça qu'il était contre-attaqué en disant qu'il était raciste. Si on commence à critiquer les Chinois vont contre-critiquer en disant mais écoutez, c'est vous qui nous avez payé pour travailler sur ces choses-là. Et donc, il y a quand même, c'est assez préoccupant pour la bureaucratie américaine. Et son premier réflexe, bien entendu, c'est de se protéger. Surtout qu'on ne sait pas
si, quand ils ont financé Wuhan, l'administration d'Obama était au courant ou pas. On ne le saura jamais, ça, ou peut-être qu'on le saura plus tard. Parce que peut-être qu'Obama, il a en travers de savoir que ces instructions n'ont pas été respectées, sait-on jamais. Alors, donc, il y a cette possibilité, parce que, pour revenir au sujet, il s'agit, quand on parle de ces virus, de ce qu'on appelle le gain of function, c'est-à-dire le gain en fonction. C'est un terme tout à fait orwellien, parce que ça fait, oui, c'est une fonctionnalité accélérée du virus, mais ça désigne tout simplement le fait que ça le rend beaucoup plus transmissible et beaucoup plus dangereux. Et alors, l'idée de base au départ, et Fauci, c'est le leader intellectuel de la stratégie gain of function. Il a écrit plusieurs articles là-dessus pour dire que c'est très bien le gain of function parce que c'est très bon pour la santé publique, puisqu'avec le gain of function, on permet de trouver des virus très dangereux et une fois qu'on les a trouvés, on peut trouver à ce moment-là les vaccins pour lutter contre ces virus. Donc, on crée le problème pour pouvoir le régler. Et donc, ça, c'est un trait très typique de Fauci qui a toujours considéré ça comme son bébé. Alors, je dirais qu'il y a eu aussi plusieurs commentaires dans l'article de Vanity Fair, donc qui dit gain of function, c'est dangereux, les scientifiques ne sont pas tous d'accord pour dire que c'est bien. Deuxièmement, il y a eu des fuites de laboratoires, essentiellement en Chine, de virus, c'est pas de nouveau, ça aurait pu encore arriver cette fois-ci. Et troisièmement, je dirais que le gain of function n'est pas nécessairement la meilleure des solutions quand on veut s'attaquer au virus. Ça, c'est plus l'idéologie scientifique. Et l'article essentiellement a conclu que la bureaucratie américaine était quand même assez divisée, puisqu'il fallait bien sûr il fallait au département d'État notamment, et dans les services de renseignement, tout le monde n'était pas d'accord. Beaucoup pensaient au contraire qu'effectivement c'était une fuite et qu'il y avait des comptes à demander à ceux qui avaient organisé les fuites par mauvaise gestion tout simplement. Donc, et il y a eu des débats intenses à l'intérieur de la bureaucratie de Trump, qui n'y voyait rien du tout, où finalement, dans son propre département d'État, jusqu'à ce qu'arrive Pompeo, les gens disaient « Oh là là, non, 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 on ne va pas faire exploser la chose, ça va créer des incidents diplomatiques, restons calmes, n'en parlons pas, ce n'est pas la peine de divulguer la chose. » Alors ça, et puis Pompeo est arrivé, et puis lui, il a lancé une enquête, effectivement, au sein du département d'État, qui, naturellement, une fois que Biden a été élu, a été arrêté. Parce qu'il y a eu un article sollicité par les proches de Fauci dans le Lancet, qui, essentiellement, c'est un certain Peter Daszak et Ralph Barrett de EcoAlliance, qui ont manipulé la rédaction d'un article dans le Lancet pour convaincre l'opinion publique que le virus n'était pas artificié, qu'il était naturel. Parce que là, ça a servi de base à tous les médias sociaux pour mettre en place les censures. Puisque le Lancet le disait, parole d'évangile, tous ceux qui parlent d'autrement d'une autre cause que cela sont donc des complotistes. Donc le système a bien tenu pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que, effectivement, l'article de Vanity Fair sorte et que qu'un article du Wall Street Journal sorte aussi au mois de juin pour expliquer scientifiquement, et sont deux professeurs universitaires américains assez connus, que en réalité, dans ce virus, il y a une empreinte suspecte. Il y a une section de code génétique suspecte qui laisse. Et d'ailleurs, ça avait été dit plusieurs mois avant, mais ça avait été censuré. En France, le docteur qui a découvert le sida l'avait dit. Montagnier, il y a quelque chose de suspect qui ne semble pas être l'explication d'une évolution naturelle. Parce que le virus, dans le naturel, le virus commence par s'adapter lentement d'un animal à l'autre jusqu'à l'homme pour devenir de plus en plus effectivement nocif, tandis que là, paf, d'un seul coup, il naît, il apparaît de nulle part et il a cette empreinte, cette signature bizarroïde. Alors, c'est une présomption pour l'instant, mais ce qui est intéressant, c'est que normalement, quand un virus naît, comme SARS,
MERS auparavant, très vite, l'OMS, très vite, les pays en question essayent d'identifier l'origine, parce que c'est vraiment important de savoir quel est l'animal numéro un qui a lancé l'affaire et à quel endroit sur Terre pour effectivement ensuite refaire toute la chaîne des événements pour pouvoir travailler sur une solution. Là, ça fait 1 an et demi et on n'a jamais rien pu trouver qui amène la preuve, comme pour les autres virus, d'une existence naturelle, probablement d'ailleurs aussi parce que les Chinois, effectivement, ont fait blackout sur toutes les informations. Et lorsque l'OMS a voulu travailler dessus, les Chinois ont dit non, vous travaillez sur une cause naturelle, on ne va pas vous donner les autres informations, ce n'est pas nécessaire. Donc, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de transparence là-dessus, et ce qui, encore une fois, amène une certaine suspicion. Donc, l'article du Wall Street Journal a donc parlé de cette empreinte, et surtout, ce qui est intéressant dans les emails, ce n'est pas tellement l'aspect scientifique, encore qu'on trouve beaucoup de discussions sur le mode panique, en ce sens qu'au tout début, on a l'impression vraiment que Fauci et tous les autres étudient très sérieusement l'hypothèse d'une manipulation artificielle du virus. Au même moment, quand ils parlent devant les écrans de télé, ils disent le contraire. Donc il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Et Fauci, là, aujourd'hui, est très nerveux. Quand il est interviewé, il est presque agressif parce qu'il sent il y a quelque chose qu'il ne contrôle plus très bien. Quand tu expliques que c'est des médias proches des démocrates qui finalement recommencent à faire leur boulot de journalistes, mais comment tu expliques qu'ils sortent cette affaire? Ben, je pense qu'ils ont fait une erreur, personnellement. Je ne pense pas qu'ils voulaient importuner Fauci. Je pense qu'ils voulaient, au contraire, le valoriser, mais parce que je ne vois pas quel est le plan machiavélique qu'il pourrait y avoir contre lui. Parce que, contrairement à Cuomo, on peut imaginer qu'il y ait des camps démocrates qui sont contre Cuomo et qui veulent sa mise à mort. Ça, c'est possible. Mais c'est certainement pas contre Biden. Non, 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 c'est pas contre Biden. C'est peut-être ou c'est peut-être un clan à l'intérieur de Biden qui considère que Fauci maintenant est une liability parce qu'ils doivent quand même bien savoir tout ce qui se tramait déjà là derrière et on va lui accorder une promotion déguisée où on ne le verra plus à partir de 2, 3 mois de maintenant. C'est possible. Mais l'important, c'est les faits. Et le fait, c'est qu'il y a eu donc une collusion assez nette entre Fauci qui étaient et les puissants de la technétronique, parce que ça, c'est quelque chose de très visible dans les emails. C'est que, bon, pour récapituler, ils font en sorte que l'article dans le Lancet ne soit pas signé par tous leurs amis, c'est quand même, les emails le disent, c'est quand même intéressant, où le copain de Fauci dit non, on a demandé à certains de ne pas signer pour donner une impression d'indépendance de l'article, quand même pas mal ça. Deuxièmement, les gens qui signent, ce n'est pas forcément des mauvaises personnes. C'est tout simplement des gens qui ont besoin eux aussi de financement pour leur propre laboratoire, leur propre recherche. Et puis après, il y a le cas Bill Gates et Zuckerberg. Parce que ce qui s'est passé, c'est que dès le mois de mars-avril, Zuckerberg entre en contact avec Fauci pour lui dire que Facebook maintenant va créer une base de données Covid. Et puis ces discussions évoluent pour que Facebook dise finalement on va maintenant entériner la thèse officielle du gouvernement, de l'administration Fauci, si j'ose dire. Et puis on va ensuite sanctionner ceux qui disent le contraire de la vox populi de M. Fauci. Oui. Donc c'est Facebook qui a contacté Fauci. Oui. Alors, on va y revenir parce qu'il y a un sénateur qui s'appelle Ted Cruz qui a des choses intéressantes à dire là-dessus. Et puis, Fauci est en rapport constant avec Bill Gates. Alors, est-ce que Fauci est un Machiavel qui veut mentir à l'humanité? Pas nécessairement. C'est peut-être tout simplement un bureaucrate assoiffé de prestige qui passe son temps devant les écrans de télé plusieurs heures par jour, qui écrit un livre avec le National Geographic
pour apparaître un héros, c'est la consécration de sa vie d'une certaine façon, et il est en plus courtisé par les grands, et probablement qu'au fond de lui-même, il dit, ça va être une catastrophe dans l'opinion mondiale, on ne peut pas laisser faire ça. Donc on peut aussi imaginer que, avec de bonnes intentions, il est procédé comme ça à cet espace d'étouffement ou d'étouffage de la vérité. Mais pour revenir à Facebook, en réalité, si tu veux, il y a donc plusieurs cadavres. Récapitulons. Il y a le cadavre scientifique, c'est-à-dire qu'avant, il y avait une hypothèse, virus naturel, puis après, il y en a eu deux, et maintenant, on a tendance à penser que la deuxième est probablement la plus importante, donc celle du virus manipulé. Première chose. Deuxièmement, il y a la révélation à l'opinion publique mondiale de quelque chose qui, exprimé en termes orwelliens, gain de fonctionnalité ne veut rien dire, mais c'est transformer un virus qui n'est pas nocif en un virus nocif. On transforme le rhume pratiquement en quelque chose qui tue. Donc là, ça devient quand même un petit peu affolant. Ça fait un peu docteur Folamour. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui fait réagir. Et là, je pense, fait réagir parce qu'on ne pourra plus jamais refaire du gain of function comme avant. Aujourd'hui, il y a 3 laboratoires, un en Chine, un au Texas et un dans le sud des États-Unis, je ne sais plus exactement où, qui font ça. Et pour te dire combien Trump ne dirigeait pas son administration, c'est qu'une fois qu'il a été élu, d'ailleurs, très vite, on a restauré les financements du gouvernement dans le gain of function qui avait été arrêté par Obama. C'est dire à quel point le lobby du gain of function est énorme aux États-Unis. Ce n'est pas du complotisme, c'est dans les emails. On le voit, les discussions au département d'État, au ministère de la Santé, etc., etc. Donc, alors, les implications de tout ça sont quand même assez considérables parce que il y a, je dirais, 3 ou 4 éléments à prendre en compte. D'abord, sur l'angle juridique, peut-être que Facebook est mal parti parce que les échanges de courriels montrent effectivement une collusion telle que Facebook n'est plus une plateforme. Et comme dit le sénateur Cruz, Facebook n'est pas non plus un organe de presse, c'est une agence gouvernementale sous-traitante, privée, mais qui fonctionne comme une agence gouvernementale pour vendre la narration d'une administration au service d'un parti au pouvoir. Ça veut dire que tous les gens qui ont été censurés sur la planète pourraient parfaitement former alliance, sous-entendu, je peux vous aider, faire des procès. Voilà. Sans oublier le fait, alors ça c'est l'aspect juridique. J'oubliais aussi quand même qu'il y a un aspect scientifique, c'est que si véritablement c'est un échappement de laboratoire, si véritablement les fonctionnaires ont financé le laboratoire qui a laissé échapper, si en plus ils n'ont pas raconté la vérité pour se couvrir, imaginons un peu la réaction des familles des 500 000 morts aux États-Unis, sans parler des millions de malades qui s'en sont sortis et qui ont perdu leur job, des confinés, etc., qui pourraient eux aussi utiliser l'argument juridique. Les États-Unis, c'est un pays dangereux, parce que sur le plan juridique, on peut se faire attaquer tout le temps. Au lieu d'avoir un Colt, on a un procès à la place. Imaginons un peu l'impact que ça pourrait avoir, ça pourrait être considérable. Et ça pourrait être manipulé d'un autre côté par les républicains, qui pourraient faire une contre-attaque dans ce sens-là aussi. Alors, et ensuite, et d'autant plus que si c'est vrai, ça veut dire qu'en réalité, cette histoire de l'échappement du laboratoire de Chine, ça a été fait dans l'objectif, ou ça aurait été fait dans l'objectif, de tirer le tapis sous les pieds de Trump. Parce que quand Trump commence sur la pandémie, il vient d'échapper, entre parenthèses, la pandémie commence pendant qu'il est impeaché. L'impeachment, il est acquitté début février. Et tout ça, ça commence en novembre, décembre, janvier. Mais bref, il est encore assez populaire du fait qu'il ait été acquitté ou même impeaché avant, que les gens ont considéré ça comme pas vraiment très raisonnable. Et deuxièmement, au début, il présente bien les choses. Et il attaque la Chine instinctivement. Il dit les Chinois n'ont pas fait leur boulot, leurs laboratoires ont été mal gérés, ils nous ont envoyé cette saloperie et il faut faire quelque chose. Quand on lui dit non, c'est pas vrai, c'est pas la Chine et c'est pas le laboratoire, toute sa campagne présidentielle tombe à l'eau.
à ce moment-là, il se retrouve en porte-à-faux, en réaction, où d'un côté, il y a Cuomo qui le détruit indirectement, Fauci qui, tout en étant très poli, détruit tout ce qu'il veut dire, tout ce qu'il dit est considéré comme de la folie, l'hydroxychloroquine. Donc, à partir de là, il a perdu la main. Il joue au poker, mais il n'a plus la main. Il va perdre son jeu comme ça. Il n'a pas su se redresser à temps, mais peu importe. Donc ça, c'est quand même... Alors, il y a eu ingérence, en quelque sorte, d'une bureaucratie dans le jeu électoral, ce qui peut aussi être considéré juridiquement comme un problème à exploiter. Enfin, je dirais qu'il y a l'aspect géopolitique, en ce sens que Biden, maintenant, de façon fort surprenante, commence à critiquer la Chine, presque en prenant des arguments trumpiens. L'autre jour, il a dit « Nous savons tous que dans 20 ou 30 ans, la Chine veut nous écraser. » Le terme exact, c'était à peu près avoisinant. Donc, effectivement, c'est le contraire de ce qu'il disait pendant la campagne électorale. « Come on, guy, les Chinois sont nos amis. » Donc, est-ce qu'il a vu des choses ou est-ce qu'il a su des choses? J'en sais rien. Ou est-ce qu'il est condamné à avoir une politique un peu plus dure pour pouvoir remonter dans la cote électorale? C'est possible. Et donc, ça, c'est une chose importante. Il a ordonné, excuse-moi André, mais il a ordonné les services américains de lui donner un Oui. rapport en 90 jours. Voilà. Alors, est-ce que c'est pour noyer le poisson ou pas? Mais il y a tellement eu d'articles et les services de renseignement, quand même, ne considèrent pas, parce qu'ils font partie de l'État profond, que c'est le réchauffement climatique qui est le premier ennemi du monde et des États-Unis, comme dit Biden, mais eux considèrent que ce sont les régimes autoritaires, la Chine et la Russie. Donc, il est possible qu'ils soient aussi manipulés par l'État profond, qui, lui, a parfaitement compris que la Chine veut jouer un jeu indépendant, tout comme la Russie, et qu'ils n'arriveront jamais à se mettre les Chinois dans la poche. Donc ça, c'est possible aussi. Donc, ce qui est certain, c'est que il y a des gagnants et des perdants dans cette histoire. Le premier gagnant, finalement, c'est le thème Drain the Swamp. Tous les échanges de courriels sont un exemple monumental de swamp en activité. Drain the swamp, pratiquement assécher le marécage, ce qui veut dire détruire l'état profond. En gros, c'est ça. C'est ça, parce qu'effectivement, quand Trump s'est fait élire, il y a 4 ans, il a utilisé ce slogan qui a été assez génial. Les républicains lui en ont voulu, mais finalement, il a été élu, qui est de dire Drain the Swamp, parce que on n'est ni de droite ni de gauche quand on en a marre de l'establishment qui trahit ses électeurs. Là, ça devient véritablement sociologique, c'est-à-dire qu'il y a une nomenclatura à la soviétique, l'État profond, et qui va bien au-delà d'ailleurs des organes administratifs, les médias, les grandes sociétés supercapitalistes, tout ce qui contrôle et domine Washington, c'est ça qui dirige le pays. Ce n'est pas les sénateurs, ce n'est pas les membres de la Chambre de représentants, ce n'est pas les ministres. Il est certain que ce drain the swamp, c'est quelque chose qui renaît parce que même les républicains mollassons sont en train de se dire on touche quelque chose là, on est sur quelque chose. Le swamp a fait preuve qu'il ne s'est pas occupé des Américains, qu'il a mené les Américains en bateau. Ok, ce n'est pas pour les effrayer, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y avait des arrière-pensées qui n'avaient rien à voir avec la science. Car Fauci avait été assez habile et Biden avait utilisé l'argument dans la campagne. Nous suivons la science. Trump ne suit pas la science. Or, tout ce qu'on vient de dire là, les études nouvelles, celles du Wall Street Journal et des gens de Berkeley, d'autres études montrent que la science absolument confirme qu'il y a l'hypothèse possible, je ne dis pas que c'est définitif, pas plus que l'hypothèse naturelle est définitive, l'hypothèse du virus construite est aussi possible. Donc la science, c'est ça, c'est que ça expérimente, ça regarde les faits, ça les sélectionne, ça valide ou invalide les hypothèses et ça tire des conclusions. Or, ce n'était pas de la science, ce qu'on avait avant, c'était de la doctrine. Donc, alors les cadavres sont exquis peut-être parce qu'ils permettraient une résurgence d'événements moins morbides que ceux auxquels on a assisté ces dernières années. Bon, alors on va conclure donc cette émission ici, André. Je te remercie
Je te donnerai rendez-vous au prochain Cadavreski. Et je rappelle à nos auditeurs qui peuvent, comme d'habitude, commenter cette émission et bien entendu s'abonner à notre chaîne YouTube. Et je leur donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci. Merci.